Les bienvenus dans 64 minutes. Merci d'avoir choisi TV5 Monde. Pourquoi Donald Trump veut-il la peau de la procureure de la CPI Fatou Bensouda? Quel avenir pour la Cour pénale internationale? Nous serons en direct de La Haye, aux Pays-Bas, et sur notre plateau, les avocats William Bourdon et Emmanuel Altit. Bamako, La Havane, aller-retour en musique. Vous découvrirez le documentaire Africa Mia de Richard Minier. Le producteur témoigne de sa passion à faire revivre un groupe de musique afro-cubaine. Et puis Alain Mabankou de retour avec Rumeurs d'Amérique, un fascinant périple, vous le verrez, à travers les États-Unis. L'écrivain sera face à Patrick Simonin, mais avant, place à l'actualité. À la une de l'actualité, le choc et l'incompréhension en Algérie au lendemain de la condamnation de notre correspondant Khaled Drareni à 2 ans de prison ferme. Un coup très dur porté à la liberté de la presse. Invité de ce journal, Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières. La justice française condamne Lamine Diack à 4 ans de prison, dont 2 fermes et 500 000 € d'amende. Âgé de 87 ans, l'ex-patron tout-puissant de l'athlétisme mondial a été reconnu coupable pour son implication dans un réseau de corruption destiné à masquer le dopage des athlètes russes. Et puis au Maroc, le tourisme durement touché par l'épidémie de coronavirus. À Marrakech, la célèbre place Jemaa el-Fna sonne tristement célèbre. C'est tristement creux, pardon. Pourquoi avoir condamné notre confrère Khaled Drareni à 2 ans de prison? C'est le titre du quotidien algérien Liberté. Un coup très dur porté à la liberté de la presse, donc en Algérie. Le récit de Sophie Goldstein. La stupeur s'affiche en grand à la une de la presse algérienne francophone. 2 ans de prison pour Khaled Drareni. Pourquoi, titre le quotidien Liberté ce mercredi, avec un point d'exclamation qui en dit long sur l'indignation des défenseurs de la liberté d'expression et d'information. Pour Reporters, c'est le verdict choc. Le journalisme est un crime, écrit le Provincial, et ici ce sont les guillemets qui comptent. Un crime selon la justice algérienne et un verdict téléphoné du sommet, dessin du caricaturiste Dilemme. Aujourd'hui, on consacre l'injustice au sein du palais de justice. C'est juste immoral, non éthique, et cela n'augure rien de bon pour la suite de l'avenir de l'Algérie. C'est triste. Aujourd'hui, un journaliste qui a exercé son métier, qui a fait ses fonctions de journaliste, qui n'a fait que transmettre la voix du peuple, se trouve condamné de 2 ans de prison. C'est quoi ça? Moi, je pense aujourd'hui qu'on ne peut plus exercer le journalisme en Algérie. En Algérie, aujourd'hui, on ne fait que être chargé de communication du régime. En confirmant une peine de prison ferme pour Khaled Drareni, 40 ans, qui suit depuis le début les manifestations du Hirak, la contestation contre le système, et qui bénéficie d'une forte notoriété sur les réseaux sociaux, le régime algérien a sans doute voulu faire un exemple. Mais il illustre aussi une certaine nervosité, alors que la crise n'est toujours pas réglée dans cette Algérie que le pouvoir voudrait nouvelle. 6 mois déjà derrière les barreaux pour notre confrère, correspondant de TV5 Monde et de Reporters sans frontières, sa famille n'a toujours pas pu lui rendre visite. Les appels à sa libération se multiplient de l'étranger. En France, le gouvernement réaffirme pour sa part son attachement à la liberté de la presse. Bonsoir Christophe Deloire. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Vous êtes donc le secrétaire général de Reporters sans frontières. Khaled Drareni est votre référent en Algérie. On vient d'entendre des témoignages très forts. Un jeune Algérien dit on ne peut plus exercer le métier de journaliste en Algérie. C'est un raidissement terrible. Alors il y a quelque chose de tout à fait sinistre dans la décision, dans ce qui est en train de se passer, mais il y a quelque chose qui est réjouissant. À l'intérieur de ce caractère sinistre, c'est la réaction de la population algérienne. Ouais. Moi, je voudrais saluer quand même l'idéal de ces Algériens qui défilent pacifiquement, qui aujourd'hui soutiennent la liberté de la presse, incarnée avec d'autres par Khaled Drareni, et qu'ils sachent aujourd'hui que le monde regarde l'Algérie, regarde Khaled Drareni, dont le nom est désormais beaucoup plus connu, y compris qu'il y a un mois, parce qu'il est devenu un symbole. Les autorités algériennes, cette justice aux ordres, ont voulu en faire un exemple pour intimider, pour éteindre la liberté de la presse, mais au fond, ça fait aussi vivre une forme de liberté d'esprit que ça accroît par résistance face à un régime qui ne se rend pas compte que d'une certaine manière, il est en train de saper sa légitimité en étant autant en infraction avec ses engagements internationaux, avec sa propre constitution, avec sa loi.
Alors justement, vous dites avec sa loi, la loi algérienne, en fait, empêche d'enfermer un journaliste en prison, mais ce pouvoir et cette justice qui semble aux ordres dit qu'il n'a pas de carte de presse. Éclairez-nous sur ce sujet et sur cette propagande. Mais c'est très clair. La loi, enfin la constitution algérienne, elle est très claire. On ne peut pas envoyer en prison un journaliste au motif de son exercice professionnel. Évidemment, si un journaliste venait à commettre un assassinat... de droit commun, tout le monde. Et donc, que fait la justice algérienne? Elle dit tout simplement, elle dit quelque chose qui est contre l'évidence, elle dit il n'est pas journaliste. Prouvez-nous que vous êtes journaliste. Vous n'avez pas d'accréditation. C'est totalement aberrant. Les régimes despotiques, autoritaires font souvent ça. Ils trouvent des dispositions qui sont devenues caduques, mais ils vont les ressortir quand ils veulent viser quelqu'un. C'est ce qui se passe avec Khaled Drareni. La commission étant elle-même fantomatique, semble-t-il. Khaled Drareni, il est reconnu par ses pairs comme journaliste. Il est employé par des médias, notamment par TV5 Monde. Il a interviewé des dirigeants désormais au pouvoir, y compris le président Tebboune avant qu'il ne soit président, qui à ce moment-là l'ont reconnu comme journaliste. Il a même interviewé Emmanuel Macron lorsqu'il était candidat pendant la campagne présidentielle. Bref, il est unanimement reconnu comme journaliste, sauf par les juges algériens. Mais pour vous, pourquoi Khaled Drareni, vous avez dit, c'est devenu un symbole? Parce que c'est lui qui, avant l'arrivée de ce coronavirus, chaque jour couvrait ce mouvement pacifique, le Hirak? Alors, il n'y a pas que Khaled Drareni. C'est le cas le plus emblématique, parce qu'aujourd'hui, c'est la peine la plus grave qui a été infligée. Il y a tous ces journalistes algériens qui tentent de résister autant que possible, et c'est malheureusement extrêmement difficile, à une guerre d'usure avec un caractère visible. Khaled en est l'exemple, mais avec un harcèlement de tous les jours qui est invisible et qui est extrêmement dur. Khaled, lui, si le pouvoir a voulu en faire un exemple, c'est aussi que Khaled était particulièrement marquant par son indépendance. Parce qu'il a résisté au harcèlement judiciaire et policier, aux menaces. On lui a demandé de se taire et il a continué. Et on lui a aussi fait des propositions alléchantes. On lui a proposé un appartement, c'est le cas d'un très haut fonctionnaire. Les services de renseignement lui ont proposé un poste de direction dans l'audiovisuel public. Ça aussi, il l'a refusé. Il faisait du journalisme. Et donc, à ce titre, il était gênant pour un pouvoir qui, au fond, voudrait mettre le Hirak, ces manifestations populaires pacifiques, dans une cocotte minute et fermer le couvercle. Et ça, c'est une stratégie extrêmement dangereuse et, si je puis dire, explosive. Merci beaucoup, Christophe Deloire, d'avoir répondu à nos questions. Rendez-vous également sur notre site internet tv5monde.com avec notamment une revue de presse tour d'horizon des titres de la presse francophone sur la condamnation de Khaled. La justice française condamne Lamine Diack à 4 ans de prison, dont 2 fermes, âgé de 87 ans. L'ancien patron tout-puissant de l'athlétisme mondial est reconnu coupable de corruption dans l'affaire du dopage russe. Reportage Karine Barzegar, Hervé Labourdette. À la sortie du tribunal, la cohue. Les caméras encerclent Lamine Diack. À 87 ans, l'ex-grand patron de l'athlétisme mondial vient d'être reconnu coupable de corruption active, passive et d'abus de confiance. Nous trouvons que cette justice a voulu faire de la morale et non pas du droit. Et c'est dangereux. C'est pour ça que nous allons contester cette décision en faisant appel. Car le jugement est sévère pour Lamine Diack. 4 ans de prison dont 2 ans ferme et une amende de 500 000 €. La peine est encore plus lourde pour son fils, Papa Massata Diack, resté à Dakar. 5 ans de prison ferme, une amende d'1 million d'euros et le maintien de son mandat d'arrêt international. L'histoire des Diack, c'est celle d'une chute brutale, d'un immense scandale de corruption sur fond de dopage russe. Fin 2015, le grand patron de l'IAAF, la Fédération internationale d'athlétisme, est arrêté à Roissy, accusé par le parquet financier français d'avoir mis en place une véritable organisation criminelle pour retarder les sanctions d'athlètes russes soupçonnés de dopage, et même leur garantir une protection totale en échange de pots de vin. Ce mercredi, Lamine Diack et son fils ont été condamnés pour des millions de commissions reçues et versées, dont 1,5 million destinées à financer la campagne électorale sénégalaise de 2012. Leurs co-accusés ont aussi été reconnus coupables de divers chefs d'accusation. Une victoire pour les parties civiles. Avec le masque, ça ne se voit pas, mais bon, j'ai un sourire aux lèvres parce que je suis très contente d'être reconnue partie civile et d'avoir été reconnue victime de la corruption des dirigeants de l'I2AF. Mais les ex-responsables de l'IAAF ne comptent pas en rester là.
Depuis le Sénégal, Papa Massata Diack a dénoncé un acharnement et clamé son innocence. Mercredi, son père a préféré garder le silence en attendant d'exercer son recours. L'affaire Diack s'achemine donc vers un appel, sans compter que les noms de Lamine Diack et de son fils Papa Massata Diack apparaissent aussi dans un autre gros dossier de corruption en cours d'instruction, celui de l'attribution des Jeux Olympiques, notamment ceux de Rio et de Tokyo. Bâtir une Europe plus forte face aux grandes crises sanitaires, économiques et climatiques, c'est l'ambition d'Ursula von der Leyen. Et sans surprise, la réponse à la pandémie de Covid-19 a dominé son tout premier discours sur l'état de l'Union. On retrouve Paul Germain en direct de Bruxelles. Bonsoir Paul, que retenir de ce grand oral d'Ursula von der Leyen ? Alors, il faut d'abord dire que c'est un exercice délicat, difficile, parce que ce discours va être décortiqué dans toutes les capitales européennes. Et bien sûr, on dit qu'Ursula von der Leyen a beaucoup consulté. Elle a consulté les chefs d'État, mais également des experts, des personnalités de la société civile pour écrire son discours. Il y a un mot fétiche qu'elle adore utiliser et qui est revenu dans ce discours, c'est le mot résilience, c'est-à-dire la capacité à surmonter les choses, à surmonter les difficultés, et ce n'est un secret pour personne. L'Union européenne traverse une crise économique sans précédent. Alors, bien sûr, il faut sauver l'économie, mais Ursula von der Leyen a insisté sur le fait qu'il fallait en même temps sauver le climat, et elle a fixé de nouvelles ambitions beaucoup plus fortes pour l'Europe en matière climatique. Écoutez-la. La Commission européenne propose de porter à au moins 55% les objectifs de réduction des émissions pour 2030. Je reconnais que cette augmentation de 40 à 55 est trop importante pour certains et insuffisante pour d'autres. Mais notre analyse d'impact montre clairement que notre économie et notre industrie peuvent y faire face. Et dites-nous, Paul, est-ce qu'elle a convaincu les députés européens ? Eh bien, Ursula von der Leyen a à la fois été applaudie, et puis il y a des bémols qui se sont exprimés. Du côté de l'extrême droite, on a dit qu'il était clair que maintenant, on voyait clairement que l'Union européenne était aux mains des extrémistes écologiques. Du côté de la gauche radicale, on déclare en revanche que l'Union européenne ne va pas assez loin en matière climatique. Pourtant, Ursula von der Leyen a tenté d'être convaincante. Elle a notamment promis que 30% du fameux plan de relance de 750 milliards iront directement à la transition énergétique. Elle a aussi annoncé la création d'une taxe carbone aux frontières, c'est-à-dire une taxe qui vise les entreprises non européennes qui sont polluantes et qui ont envie d'entrer sur le marché européen. Cela vise qui ? Devinez, Mohamed, ce n'est pas chinois. Merci beaucoup Paul Germain, en direct de Bruxelles. Voilà qui survient à la veille justement du sommet mondial sur le climat à Vienne en Autriche, au moment surtout où les effets du changement climatique se font durement sentir. Plus de 30 degrés en Europe en cette mi-septembre, des incendies dévastateurs aux États-Unis et la fonte des glaces qui semble inexorable, image commentée par Mylène Girardot. Une masse de glace grande comme 2 fois Manhattan qui se détache du plus grand glacier existant encore dans l'Arctique. Ici, au Groenland, les températures augmentent plus vite que nulle part ailleurs. En 30 ans, elles ont grimpé de plusieurs degrés, jusqu'à 6,5 de plus en hiver dans certaines régions de l'île. Le climat en Arctique change dramatiquement et rapidement. Et il change si vite qu'il est en transition vers un nouveau climat qui ne peut pas être anticipé à partir des données récentes. Le monde connaît les 5 années les plus chaudes jamais enregistrées, avec des conséquences en cascade, jugées plus tôt rien que cette semaine. D'un côté, les Parisiens bronzent en bord de Seine avec plus de 30 degrés au thermomètre. De l'autre, les typhons et tempêtes se multiplient en Asie. L'Atlantique affronte 5 cyclones en simultané, tant et si bien qu'il n'y aura bientôt plus assez de noms pour les baptiser. Au Brésil, les animaux sauvages meurent de faim et de soif, et les agriculteurs attendent désespérément la pluie. Aux États-Unis, enfin, la côte ouest fait face à des incendies sans précédent. Leur fumée atteigne même l'Europe. Et pourtant, le président continue d'employer la méthode Coué. Si nous adoptons la politique de l'autruche, nous ne réussirons pas ensemble à protéger les Californiens.
Ça va finir par se rafraîchir, vous allez voir. J'aimerais que la science soit d'accord avec vous. Je pense que la science ne sait pas, en fait. L'accord de Paris semble bien loin. Moins de 10 chefs d'État sont attendus sur place ou en visioconférence au sommet mondial pour le climat de Vienne ce jeudi. Emma Aziza est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes hydrologue, fondatrice et présidente de Mayan. C'est un centre de recherche sur l'adaptation face au changement climatique. Très franchement, le sommet qu'on évoquait à l'instant demain à Vienne, il paraît dérisoire quand on voit ces images apocalyptiques des États-Unis notamment, non? Effectivement, je pense qu'on est vraiment dans un problème de rythme. C'est-à-dire que les choses vont tellement vite qu'en fin de compte, on a tellement besoin de temps, nous, pour nous adapter, parce qu'on a un mode de vie qui est totalement sédentaire. Donc en fait, on n'est absolument pas prêt. Déjà, il faut le temps de cette prise de conscience. Ensuite, le temps de l'action sur les territoires. Ça demande beaucoup de temps pour transformer les territoires et les adapter. Et en fait, là, on se rend compte qu'on est complètement dépassé avec ce qu'il se passe, que ce soit au niveau de l'actualité en France ou partout à travers le monde. Oui. On vit des records historiques qu'on dépasse chaque mois, chaque semaine. Et ça fait 4 ans que ça dure. Il y a quand même un paradoxe, c'est qu'on sentait qu'il y avait une prise de conscience ces dernières années. En même temps, on a le sentiment que le mouvement climato-sceptique n'a jamais été aussi fort, à commencer par le président des États-Unis, même s'il nous annonce que le réchauffement va se refroidir, selon ses propres mots. Comment faire pour que le message passe, au fond ? Alors, je pense que je ne suis pas sûre qu'on ait très bien communiqué sur la question climatique durant ces 20 dernières années, parce qu'on s'est intéressé principalement qu'à la question de l'atténuation des gaz à effet de serre. C'est une vraie question, puisque c'est le vrai problème, le gaz à effet de serre. Ce qui se passe, c'est que ça ne nous concerne pas directement. On ne sait pas vraiment toujours comment agir. On ne sait même pas vraiment comment faire notre propre bilan carbone. Et comment décarboner au quotidien, c'est quand même très complexe. Et puis surtout, on nous a donné des chiffres qui sont difficilement compréhensibles. Alors, c'est des chiffres qui scientifiquement se comprennent. Maintenant, il faut aussi aller parler à ce grand public pour accroître ce niveau de connaissance et dire qu'effectivement, on a des scénarios d'1,5 degré, de 3 degrés, ça parle à personne. C'est quoi alors l'autre pendant parce qu'on a 3 semaines à moins 40 degrés au Canada et puis on a plus 46 degrés en France l'année dernière. Donc 3 degrés, 1,5 degré, ça semble pas énorme. Alors au-delà du CO2, c'est quoi vous vouliez Au-delà du CO2, il va falloir vraiment parler des vraies problématiques qui se posent aujourd'hui, c'est-à-dire ces inondations, ces ouragans, ces sécheresses à répétition, ces risques de canicule auxquels on n'est absolument pas adapté. Et cette adaptation, en fait, ça a été un peu le parent pauvre dans les politiques internationales du climat. Et donc, il faut aujourd'hui qu'on se pose la question parce que tous les gaz qui ont été émis depuis ces 30 dernières années sont déjà en train de réchauffer l'atmosphère. Donc, bien sûr, il faut continuer sur cette question de l'atténuation parce qu'il ne faut pas empirer le scénario d'après. Ouais. Mais le scénario d'aujourd'hui, il est déjà joué. Et c'est maintenant qu'il faut essayer d'œuvrer pour essayer de protéger ces populations parce que les choses sont en train de s'empirer. Et puis, vous savez, un territoire, c'est quelque chose d'extrêmement complexe avec des effets dominos. Et bien souvent, la science est en mode de silo. Donc, chacun étudie dans son domaine et les interactions sont quand même encore très limitées aujourd'hui. Vous étudiez l'eau notamment, mais alors 4 à 7% de moins de CO2 en 2020, grâce, si l'on peut dire, au confinement. Qu'est-ce que ça a apporté comme enseignement, selon vous, ça? C'est-à-dire que c'est possible de ralentir sans aller jusqu'au confinement? Alors, c'est possible de ralentir, effectivement. On s'est retrouvés complètement tous cloisonnés. C'est complexe au niveau économique. En tous les cas, c'est possible aujourd'hui de prendre des décisions drastiques pour la survie de la population. On l'a vu avec cette crise Covid. Donc demain, le prochain risque, c'est celui du climat, très clairement. C'est celui de la question de l'eau à travers le monde, parce qu'on navigue entre le trop ou le trop peu. Et le problème, c'est que les 2 tiers de la population, d'ici 5 ans, seront, au niveau mondial, seront en stress hydrique. Oui. Et ce stress hydrique, ça signifie qu'on consomme plus d'eau qu'on en a en réserve. Et donc, quand on voit à quel point cette logique est à l'échelle mondiale une vraie problématique, alors ça se sent pas trop dans les pays riches, tout simplement parce que quand on est en manque d'alimentation, on va la chercher ailleurs, donc on importe, ouais. Donc on n'a pas vraiment le sentiment de manquer. Quand on a ce qu'on a cette année avec les céréaliers qui ont jusqu'à moins 50% de production agricole. Donc ça, c'est pas visible pour nous, à notre échelle. Et puis ces agriculteurs sont quand même plutôt alimentés financièrement face à ces pertes. Donc en fait, ils ne le ressentent pas trop. Ce qui est ressenti, c'est plutôt à l'échelle mondiale. Et c'est des questions que la plupart des pays n'ont pas justement ce luxe de pouvoir avoir cette compensation. Et donc il va falloir réfléchir parce que 2 à 3 milliards de personnes en plus dans les 20 prochaines années, il va falloir les nourrir. Et pour les nourrir, on a besoin d'eau. Ouais, on parle d'ailleurs déjà d'or bleu.
Mais effectivement, merci beaucoup Emma Ziza d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde. L'état d'urgence sanitaire est levé en Guyane et à Mayotte. La décision a été actée en Conseil des ministres ce mercredi matin. Face à l'augmentation des cas de coronavirus, il avait été prolongé en juillet pour ces deux départements français d'outre-mer jusqu'au 30 octobre, théoriquement donc. Une pandémie de Covid-19 qui continue de faire des ravages sur l'économie et l'emploi un peu partout dans le monde. Aucun pays quasiment n'y échappe. Au Maroc, c'est le secteur touristique qui est durement touché, en particulier à Marrakech. Image commentée par Guillaume Villadier. Électrique, en ébullition jour et nuit, depuis 10 siècles, la place Jemaa el-Fna, c'est le cœur vibrant et musical de Marrakech, l'un des joyaux du Maroc, incontournable pour tout visiteur de passage. Sauf qu'aujourd'hui, la place Jemaa el-Fna, c'est ça, une esplanade vidée de tout, de ses échoppes, de ses charmeurs de serpents, ses musiciens et ses touristes. Je suis vraiment triste de la voir ainsi. C'est comme si j'entrais dans une forêt. Dieu merci, les habitants de la ville viennent nous rendre visite et acheter chez nous, ils nous aident beaucoup. Depuis la mi-mars, depuis que le gouvernement a déclaré l'état d'urgence pour lutter contre la pandémie de Covid-19, les taxis tournent à vide. Le manque à gagner pour Marrakech, des millions de visiteurs, des milliers d'emplois. Les hôtels restent fermés, les cafés sont vides et dans le labyrinthe du souk, ceux qui n'ont pas baissé leurs rideaux tuent le temps. Rien à faire. Nous ouvrons nos boutiques juste pour être là, car il n'y a rien à faire à la maison. Nous sommes fatigués, il n'y a pas de tourisme. La plupart des boutiques sont fermées. Nous espérons que les responsables viennent nous voir, car personne ne l'a fait. Nous souffrons en silence. L'activité à Marrakech, et notamment à Marrakech, mais spécialement sur tout le Maroc, du tourisme a complètement arrêté. Et on a vécu d'autres crises aussi importantes, mais jamais de cette ampleur. 11 septembre, attentat, crise de 2008, touché à plusieurs reprises ces 20 dernières années, le secteur du tourisme s'est toujours relevé au Maroc. Mais il sera beaucoup plus difficile de surmonter les effets de cette pandémie. Le gouvernement a bien annoncé la réouverture des frontières sous conditions, mais avec plus de 2000 cas quotidiens enregistrés ces derniers jours, le royaume fait face à une nouvelle flambée des contaminations. Marrakech étouffe et ne voit pas le bout du tunnel. L'actualité économique, c'est tout de suite avec Patrice Ferrus. On se retrouve juste après pour la deuxième partie de 64 minutes. Restez sur TV5 Monde. L'économie sur TV5 Monde avec aujourd'hui des pneus à plat, de l'aluminium détaxé et un rapprochement quasi finalisé. Bonjour à tous. D'abord, ça redécolle au Vietnam. Dès vendredi, les rotations aériennes vont reprendre entre Hanoï et 6 voisins de la région, dont le Japon et la Corée du Sud. Cette nouvelle est surtout l'occasion de faire un point sur le trafic aérien mondial, près de 3 mois après la reprise post-Covid. Alors, une donnée à garder en tête. En juillet, cette année, le nombre de passagers transportés dans le monde a chuté de près de 80% par rapport à l'an dernier, même période. Et dans ce marasme, ce sont les compagnies à bas coût, celles qui sont peu aidées, qui s'en sortent le mieux. Les Ryanair, les EasyJet ou encore Wizz Air. Alors comment font-elles? La hongroise Wizz Air, par exemple, a remercié 1000 personnes. C'est 1/5 de ses effectifs. En comparaison, Air France entend supprimer 7500 postes. Et ça ne représente que 17% de ses effectifs. Wizz Air a aussi imposé une baisse de 14% du salaire du personnel navigant, notamment, alors que chez American Airlines, près de 10 000 salariés du personnel navigant seraient carrément sur le départ. Mais la vraie clé du succès, ce sont les tarifs des low cost, avec parfois des prix d'appel cassés à 9 € sur des moyennes distances. Une politique qui encourage la frénésie des déplacements et qui fait donc gonfler dangereusement l'empreinte carbone. Du coup, en bout de chaîne, l'écotaxe pourrait passer d'1,50 € à 30 € dans certains pays comme la France. Et là, le prix du billet deviendra bien moins intéressant. Finalement, Donald Trump renonce à imposer sa taxe douanière des 10% sur l'aluminium canadien. La Maison-Blanche estime avoir des garanties de la part d'Ottawa, en tout cas pour l'instant. Le Canada salue cette décision. Le secteur est soulagé, même s'il est bien conscient qu'il s'agit d'une trêve. Écoutez. C'est une excellente nouvelle là, dans les circonstances parce que on s'en est pas caché.
La pandémie a déjà apporté un défi. C'est quelque chose qui est un peu inattendu en soi, puis en même temps, on devrait pas, je pense pas qu'on est au bout de nos surprises avec l'administration en place du côté américain. Alors, on accueille ça de façon très positive. Oracle et TikTok, c'est quasiment fait. Alors le premier n'absorberait plus le second. Ce serait plus une association des deux sur le marché américain. On vous en parlait il y a 2 jours. Ça rassure plutôt Donald Trump qui accuse TikTok d'espionnage. En plus, Oracle est une entreprise dont le patron est un proche du président américain. Écoutez. J'ai beaucoup de respect pour Larry Ellison. C'est quelqu'un que je connais. C'est depuis longtemps un gars génial. Donc nous allons nous pencher dessus. J'ai entendu qu'ils étaient très proches d'un accord et nous nous pencherons sur cet accord TikTok avec Larry Ellison et Oracle. La décision attendue au plus tard dimanche. Et puis on l'a appris à la mi-journée, Bridgestone, le fabricant japonais de pneus, a décidé de fermer son usine du Pas-de-Calais en France, ici à Béthune, sans doute au 2e trimestre de 2021. En cause d'un secteur de plus en plus concurrentiel, 863 salariés Bridgestone sont concernés. Hier, mardi, Continental annonçait une fermeture identique à Aix-la-Chapelle en Allemagne, tout comme Michelin l'an dernier. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci, à demain.